quiproquo contre la présidente Dilma Rousseff. Puis en Inde, effondrement d'un autopont dans un quartier peuplé de Calcutta. Bilan, 25 morts et une centaine de personnes blessées. C'était là le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue. Suite aux nouvelles allégations extrêmement troublantes de violences sexuelles perpétrées en Centrafrique par des soldats de la force française Sangari et des casques bleus, l'ONU a ouvert une enquête. Des sanctions aux contrevenants ne sont pas à écarter. Imaginons. Forcer des jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec des animaux en échange d'une somme d'argent. Ces nouvelles accusations à l'encontre des casques bleus, en l'occurrence des soldats français de Sangaris en Centrafrique, sonnent comme des exactions de trop si elles s'avéraient. L'image de la prestigieuse institution, l'ONU, à nouveau écornée. Le Conseil a entrepris de faire délier les langues. Il y a un très grand nombre d'allégations contre les forces internationales. Cela inclut la MINUSCA, la MISCA et Sangari aussi. Nous essayons de parler aux victimes pour tenter d'établir exactement ce qui s'est passé et avoir une idée de l'ampleur du problème, les besoins et quelles seront les étapes suivantes. Avec ce nouveau scandale d'abus sexuels, la question de l'impunité comme obstacle à la manifestation de la vérité pourrait être vite évacuée. Nous n'avons pas pris de décision pour le moment. Nous devons savoir ce à quoi nous avons affaire, savoir l'ampleur de ce à quoi nous avons affaire. Mais je peux certainement vous dire que de sévères mesures seront considérées et pourraient être prises. Particulièrement, considérant la résolution du Conseil de sécurité il y a 2 semaines qui a vraiment défini l'importance pour l'ONU d'agir fermement contre les contingents qui n'ont, à plusieurs reprises, pas été à la hauteur des standards que les forces de maintien de la paix doivent avoir. L'effectivité de l'application de la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU en la matière reste désormais comme une épine dans les pieds de l'instance qui n'est pas encore sortie de l'auberge. Depuis le début de l'année, plus de 25 cas d'abus ou d'exploitation sexuelle ont été rapportés. En RDC, le G7 demande à Moïse Katumbi de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Selon cette plateforme composée des partis politiques exclus de la majorité, l'ancien gouverneur de la province du Katanga a le profil idéal pour faire aboutir le programme du gouvernement. Yayet Mavinga. La nouvelle circulait déjà dans la ville de Kinshasa quelques heures avant sa confirmation. Le G7 demande à l'ancien gouverneur du Katanga de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi et les candidats choisis par cette plateforme constituée des partis politiques exclus de la majorité présidentielle rangés aujourd'hui du côté de l'opposition. Selon le G7, leur candidat choisi présente le profil idéal pour se présenter à la magistrature suprême. Après avoir adopté notre programme commun de gouvernement, qu'il est une des personnalités les plus fortes, ayant les meilleurs résultats, ayant la capacité de porter nos valeurs, notre programme pour l'avenir du peuple congolais. La demande du G7 intervient quelques mois de la fin du 2e et dernier mandat de Joseph Kabila Kabange à la tête du pays. L'heure est à la vigilance pour cette structure qui met en garde l'actuel chef de l'État congolais et la Commission électorale nationale indépendante. En ce qui concerne les délais constitutionnels, le G7 rappelle que la convocation de l'élection du nouveau président de la République doit intervenir impérativement le 19 septembre 2016. Au cas où la CENI n'organisait pas cette élection, dans ces délais, la vacance de la présidence conduira le pays à une première expérience de président par intérim, conformément aux dispositions 75 et 76 de la Constitution.
Le choix de Moïse Katumbi comme candidat à l'élection présidentielle est aussi salué par d'autres structures de l'opposition invitées à ce conclave. L'ancien gouverneur du Katanga paraît faire face à d'autres candidats de l'opposition avant la désignation d'un candidat unique de l'opposition. Mais je pense qu'ils ont eu le courage de présenter un homme parmi eux qui puisse porter leurs projets. Il va de même que d'autres plateformes telles que la Dynamique fassent le même exercice et en fin de compte, l'essentiel, c'est que l'opposition se présente avec un seul candidat commun. En attendant, la CENI demande une rallonge pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo, une démarche réfutée par la communauté internationale. Le président Jacob Zuma a été reconnu jeudi coupable d'avoir violé la Constitution. La Cour constitutionnelle lui a ordonné de rembourser une partie des frais de sa propriété privée payés par le contribuable. Un jugement salué par la médiatrice de la République sud-africaine que je vous invite à suivre. Today is a historical day. Aujourd'hui est un jour historique pour le peuple sud-africain et pour cette institution constitutionnelle. Il est historique car notre Cour constitutionnelle, les gardiens ultimes de notre Constitution, a confirmé la suprématie de la Constitution et la règle de droit dans ce pays. La Cour a montré que la Constitution et la loi s'appliquent à tout le monde, peu importe qui ils sont et où ils sont. Irrespective of who and where they are. L'équipe de la médiatrice de la République espère qu'avec le flou quant au pouvoir de cette institution et sa relation avec les organes de l'État ayant été clarifié, nous pouvons avancer et travailler ensemble de manière judicieuse dans un partenariat pour une bonne gouvernance. Je crois sincèrement que le Parlement et l'exécutif respectent la Constitution, mais il ne s'agit pas que du respect de la Constitution. C'est que nous aimons ce pays, nous tous. Et nous savons que ce qui fait de nous une nation unie, une référence comme peuple, est la Constitution. Our Lord Star as a people is the Constitution. En Égypte, des analyses supplémentaires dans la tombe de Toutankhamon sont nécessaires pour confirmer la présence de la sépulture de la légendaire reine Néfertiti. C'est du moins ce qu'a estimé ce jeudi le nouveau ministre des Antiquités égyptien. On l'écoute. En tant que scientifique, je dois rester prudent avant d'annoncer des résultats. On a trouvé ou on n'a pas trouvé. J'espère qu'on va trouver quelque chose, mais il n'y a pas de certitude pour le moment. Il y aurait éventuellement une cavité d'après le dernier scan. Il y a déjà le scan de ce soir qui va indiquer s'il y a vraiment une épaisseur de l'éventuelle paroi nord qui précéderait une cavité derrière. Et après, il y aura notre scan vertical qui peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur qui va nous indiquer s'il y a une cavité ou non. Avec le croisement de tous ces résultats, si ça donne un résultat favorable, là on va faire un trou d'une pouce de diamètre pour arriver jusqu'à la cavité. Au Brésil, la gauche a sorti ce jeudi ses drapeaux rouges pour manifester contre la procédure de destitution en cours contre la présidente Dilma Rousseff. Une présidente en grand danger après le passage à l'opposition du pilier centriste de sa coalition. Les précisions. Des foules de sympathisants du Parti des travailleurs, PT au pouvoir, ont manifesté en défense de la démocratie sous le slogan « Il n'y aura pas de coup d'État ». Symboliquement convoqué à la date du 52e anniversaire du coup d'État militaire de 1964 au Brésil, dans une trentaine de villes du géant d'Amérique latine, ces manifestations ont rassemblé 149 000 personnes selon la police et 728 000 selon les organisateurs. C'est une nouvelle importante pour nous, les Brésiliens qui sommes ici, sur cette place et dans toutes les grandes villes du Brésil, en défense à la démocratie. Pour nous, c'est un résultat important qui renforce la démocratie au Brésil. La gauche brésilienne espère que sa mobilisation contribuera à influencer les députés qui hésitent encore à voter pour ou contre la destitution de la dirigeante de gauche lors d'un vote crucial attendu mi-avril. Nous
Nous n'accepterons plus qu'une demi-douzaine de personnes décident de quoi faire de nos vies, de notre souveraineté. L'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva, prédécesseur et mentor politique de Dilma Rousseff, n'est finalement pas apparu comme annoncé à la manifestation dans la capitale Brasilia qui a rassemblé environ 50 000 personnes devant le Congrès des députés. Dans la rue, au Parlement, au palais présidentiel, le camp de la présidente se démène sur tous les fronts pour faire échouer ce qu'il qualifie de tentative de coup d'État institutionnel. L'opposition reproche à Rousseff d'avoir fait supporter par des banques publiques des dépenses supplémentaires non inscrites au budget en 2014 et 2015. Mi-avril, l'opposition devra obtenir les voix de 342 députés sur 513, soit les 2 tiers, pour que la procédure se poursuive ensuite au Sénat, faute de quoi elle serait automatiquement enterrée. Puis en Inde, après l'effondrement d'un autopont ce jeudi, dans un quartier peuplé de Calcutta, des centaines de secouristes tentaient d'extraire des dizaines de personnes prisonnières des décombres. L'incident, il faut le dire, a tué 25 personnes et fait près de 100 blessés. Les images. Des centaines de secouristes tentaient jeudi soir d'extraire des dizaines de personnes prisonnières des décombres de l'autopont qui s'est effondré dans un quartier peuplé de Calcutta. Cette voie urbaine surrelevée s'est effondrée sur une centaine de mètres à l'heure du déjeuner dans une zone densément peuplée de la métropole indienne, écrasant des piétons, des voitures et d'autres véhicules sous un amas de poutrelles métalliques et de dalles de béton. À 12h20, j'ai entendu un bruit aussi fort que l'explosion d'une bombe près du temple de Kali. J'ai été enseveli sous le kiosque. Beaucoup de personnes ont été ensevelies parce que c'était l'un des marchés les plus fréquentés du quartier. Donc on essaye de retirer les débris et de retrouver des corps parce que je ne pense pas que beaucoup de personnes soient vivantes. Près de 100 personnes ont été extraites, blessés de cet enchevêtrement de débris depuis que cette portion de voie urbaine surélevée en construction s'est effondrée. Après une nuit de recherche dans l'amas de béton et de poutrelles, les sauveteurs n'ont guère d'espoir de retrouver des survivants. Je ne pense pas que beaucoup de personnes soient encore en vie ici. Il y a très peu de chances que des personnes aient survécu. La construction de cet autopont de 2 km de long a commencé en 2009 et devait durer 18 mois, mais le chantier a subi de nombreux retards et 55% seulement de l'ouvrage était achevé 7 ans plus tard. L'Inde connaît régulièrement des accidents mortels de ce type, souvent dus au non-respect des normes de construction dans un pays qui manque d'infrastructures de transport et de logement. Et c'est sur cette note que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter, mesdames.